Dans cette émission, je te partage des conseils d'entraînement, les trouvailles récentes en sciences du sport et du contenu éducatif pour compléter tes connaissances. Si tu es nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique depuis bientôt 10 ans. Aujourd'hui, j'aide les sportifs amateurs comme professionnels à améliorer leur performance et je forme également des coachs préparateurs physiques et des kinés via mon contenu, mes séminaires et mes cours en ligne. Bienvenue dans le troisième épisode du Upside Strength Live Show. Petit souci avec le dispositif de live aujourd'hui, ce qui fait que j'enregistre cet épisode et je te le rediffuserai. Ensuite, on va parler rameur indoor comme c'est le sujet de la semaine. D'ailleurs, j'ai une chouette petite surprise pour toi à la fin de la semaine. Je t'en parlerai tout soudain, soit dans la journée, soit demain, tu en entendras plus. Quoi qu'il arrive, je peux te dire, réserve ton créneau 19h-20h ce dimanche 5 mai. Il va se passer de chouettes choses et tu vas pas vouloir rater l'événement. Aujourd'hui, donc, on va parler respiration et rameur indoor. Je voulais faire une petite introduction. On va avoir des invités sur l'émission aujourd'hui, ce dont je me réjouis beaucoup. C'est vraiment sympa de pouvoir accueillir d'autres personnes également et de pouvoir partager ces petits moments. Et pour l'introduction que je voulais faire, je voulais parler d'un concept que je trouve absolument fascinant. C'est notamment celui du fait que on pense souvent qu'on n'a qu'une seule pompe, on a un cœur, mais c'est pas la seule pompe qui fonctionne dans le corps humain. Je vais t'expliquer exactement pourquoi, et il y a un lien intéressant avec la respiration. Alors, pour ce qui est des pompes, on pense au cœur, hein, la pompe numéro une qui fait circuler le sang. Mais j'ai découvert au travers de mes recherches en physiologie de l'exercice qu'on a en fait trois pompes qui fonctionnent. On a trois pompes qui fonctionnent et qui sont indispensables pour le fonctionnement du corps humain, au repos comme à l'effort. Donc la première pompe, c'est le cœur, on en a parlé déjà, qui va faire circuler le sang. Mais les deux autres pompes, alors la suivante, celle que je mettrai en avant ensuite, c'est la pompe musculaire. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles ça arrive à la fin d'un marathon ou d'une course très très longue que quand le coureur ou la coureuse s'arrête, eh ben, il s'effondre. C'est simplement parce que le muscle aide à pomper le sang vers le cœur. C'est-à-dire que dès que les muscles se contractent, ils compressent les vaisseaux sanguins et ça va pousser le sang pour qu'il revienne au cœur. Et ça, c'est un des outils indispensables que le corps utilise. Et si ta pompe musculaire cesse de fonctionner et que ton organisme est très très fatigué déjà, eh ben, si tu n'as plus assez de sang qui remonte au cœur, ben, ton corps il va faire quoi? Il va s'ajuster pour normaliser tout ça et donc il va te mettre, il va te mettre en position horizontale volontairement afin de rééquilibrer ta pression artérielle et faire en sorte que tu puisses reprendre tes esprits. Donc on a cette deuxième pompe, la pompe musculaire, et la troisième pompe qui est la pompe respiratoire. C'est-à-dire que le diaphragme thoracique, qui va monter et descendre lors de l'expiration et de l'inspiration, respectivement, et qui va faire changer les pressions intrathoraciques et intra-abdominales, un petit peu comme un effet de balancier, si tu veux, entre ces deux cavités. Un diaphragme qui est une paroi, si tu veux bien, ou une membrane qui va séparer différents espaces et qui va permettre de changer ou de réguler la pression et le flux entre ces différentes cavités. On a donc ce rôle du diaphragme au niveau de la pompe respiratoire. Cette pompe respiratoire qui a aussi un effet directement sur le cœur et le fonctionnement du cœur, le remplissage du cœur, le vidage du cœur. Donc c'est intéressant de se dire qu'on apprend souvent qu'on a une pompe, le cœur, mais non, on a trois pompes, le cœur, la pompe musculaire et la pompe respiratoire qui fonctionnent toutes de concert pour que le corps fonctionne. Et pour introduire la venue de nos invités aujourd'hui, je voulais te parler du parallèle qu'on peut retrouver entre ces trois pompes dans le corps et les diaphragmes qui existent dans le corps humain. Parce qu'on parle tout le temps du diaphragme thoracique, celui qui se trouve, on va dire, sous ta cavité thoracique ou entre tes côtes, pour faire simple, et qui va gérer, bien entendu, ton inspiration et l'équilibre entre tes cavités intrathoraciques et intra-abdominales. Mais ce n'est pas le seul diaphragme qu'on a. Il s'avère qu'on a quatre diaphragmes. On a ce diaphragme thoracique dont je viens de te parler, qui est le plus connu. On a le diaphragme cervical et on a le diaphragme crânien. Mais on a un quatrième diaphragme, c'est le diaphragme pelvien. Et ça, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, à mon avis. Personnellement, ce n'est pas un de mes sujets de prédilection. Donc, ce que je décide de faire, c'est de m'allier à des professionnels
qui, eux ou elles, dans ce cas-là, sont spécialisés dans cette discipline. Et on va avoir Lise et Laura qui vont nous parler maintenant de tout ce qui concerne le diaphragme pelvien. Donc, je vais les inviter à rejoindre le live ici. On va gentiment les laisser arriver, faire en sorte que l'audio se connecte. Salut Laura, salut Lise, vous pouvez allumer vos micros, on est en direct. J'ai déjà fait une petite intro avant. Comment vous allez les filles? Salut, Cham. Merci beaucoup de nous inviter. Écoute, c'est un grand plaisir. Je faisais la petite intro juste avant, comme je vous ai dit, en introduisant le sujet, en passant par quelque chose d'un petit peu transversal, en parlant des trois pompes qui existent dans le corps humain. On pense souvent au cœur comme étant la seule et unique pompe qui fonctionne, mais on a trois pompes. On a le cœur, la pompe musculaire et la pompe respiratoire. C'est un petit peu pareil avec ce qui est des diaphragmes, hein. On pense souvent qu'il n'y a qu'un seul diaphragme, le diaphragme thoracique. Il s'avère qu'on en a quatre: le thoracique, le cervical, le crânien, mais également le pelvien. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour nous parler un petit peu de ça. Donc déjà, peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, on avait fait un chouette podcast ensemble, donc j'encourage les gens à aller voir cet enregistrement, mais je vais vous laisser vous présenter. Peut-être Laura, tu peux commencer, nous parler un petit peu de vous et dire ce que vous faites. Moi, c'est Laura et juste à côté, c'est Lise. En fait, nous, on a un cursus justement qui va avec la vision qu'on aimerait apporter, un cursus assez global. On a commencé par STAPS pour faire kiné. Et en fait, en kiné, on s'est formé sur de nombreuses formations sur des troubles musculo-squelettiques, essentiellement sur les sportifs, sur vraiment... entre autres, on s'est aussi pas mal renseigné sur la fonction du diaphragme, mais sur les troubles du rachis, tout ce qui est lombalgie, rachialgie. Et petit à petit, on s'est spécifié vers la femme, sur la santé pelvienne de la femme. Et en fait, on s'est rendu compte que l'ensemble des muscles posturaux, je vais peut-être un peu vite, mais sont connectés et travaillent ensemble. Et donc, en fait, on a une vision assez globale des choses pour prendre en charge, entre autres, les sportifs. Super. Et Lise? Écoute, pour compléter, après notre activité de kiné, parce qu'en fait, on a fait nos études et tout, à peu près nos formations toutes les deux, on a choisi d'aller plus vers le coaching pour le coup et d'aller un peu plus loin que la prise en charge kiné simple au cabinet pour justement s'appuyer sur toutes les connaissances qu'on avait pu acquérir en tant que kiné et développer ça ensemble pour mettre nos connaissances au service des femmes sportives qui ont des, on va dire, problèmes de périnée. Surtout, hein, c'est notre activité principale, mais on accompagne aussi les femmes enceintes à gérer leur grossesse sportive et à reprendre après l'accouchement. Donc voilà, on a tous ces trois prismes-là avant l'accouchement, après l'accouchement et des femmes qui n'ont pas forcément de rapport avec la maternité, qu'on accompagne à gérer leurs soucis de périnée majoritairement. Ouais, c'est super important, c'est très, très, c'est vraiment impératif qu'on mette ces choses-là en avant et qu'on rende ces informations disponibles au plus grand nombre. Vous avez un super compte Insta avec plein de chouettes petites vidéos. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. La raison pour laquelle je vous ai invité ici, c'est que récemment, vous avez contribué à ma formation sur le système respiratoire, donc une formation que j'ai créée l'an dernier, une synthèse de toutes mes recherches et de toutes mes expériences sur le système respiratoire, son implication dans la performance, la santé. Et clairement, une des zones d'ombre que moi j'avais, c'était justement ce diaphragme pelvien et son rôle dans la respiration. Et vous avez fait une petite présentation dédiée pour la formation, donc je vous en remercie. Et donc ce mini-webinaire qui est disponible à tous les élèves de la formation. Et je voulais que vous nous en disiez un petit peu plus justement sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez vu qui manquait dans la formation? Parce que vous avez pris le temps, et je vous en remercie, de regarder mes vidéos, de prendre la formation pour voir ensuite où vous pouviez compléter et apporter des choses pour boucher un petit peu les trous. Donc, si vous pouvez parler un petit peu les deux de cette expérience-là et de où vous avez vu les zones d'ombre qu'il fallait un petit peu combler. En fait, c'est vrai que de par notre vision globale, on s'est rendu compte que le diaphragme, entre autres, travaille en synergie avec les muscles posturaux. Donc, nous, on parle beaucoup de transverse, du plancher pelvien, donc des muscles du plancher pelvien, et des érecteurs du rachis. Et qu'en fait, ils fonctionnent tous ensemble, ils fonctionnent en synergie. Et que pour que un, justement, soit efficace, toi, c'est essentiellement sur le diaphragme, pour que, en fait, le diaphragme se contracte correctement et qu'il puisse
qu'on puisse l'optimiser, il faut que les autres muscles autour fonctionnent correctement. Parce que s'ils sont déficitaires, forcément, ça va avoir un impact et donc le diaphragme ne va pas pouvoir se recruter comme il devrait. Et donc, nous, on a mis un petit peu plus l'accent du coup sur comment ils fonctionnent ensemble et également sur justement si les autres muscles autour, entre autres, par exemple, nous, le plancher pelvien, où on est spécifique, si il est fort, forcément, il va aider le diaphragme à se recruter davantage. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on insiste un peu sur la vision globale des choses. C'est super important d'être spécifique, mais aussi, il faut avoir une vision un petit peu plus large pour que les muscles fonctionnent en harmonie et puissent, du coup, être recrutés de façon au mieux et être optimisés. En Super. fait, on a, pardon, excuse-moi. Déjà, on a appris aussi beaucoup de choses pendant ta formation, donc c'était vraiment cool de la faire. Et en fait, on a voulu reparler du caisson lombo, abdominaux, diaphragmatique, et de voir, mais tu en parles hein, déjà de ce caisson, de ces gestions pression intra-abdominale, de l'harmonie, comme disait Laura, de tous ces muscles du caisson. Donc c'était vraiment pour appuyer ce que tu disais, imager aussi ce que tu disais sur la ventilation plus que respiration, du coup, et la mécanique que ça avait, l'influence mécanique que ça a sur les viscères et tout ça. Mhm. Une chose qu'il faut mettre en avant, c'est que le plancher pelvien, le périnée, c'est quelque chose qui se retrouve chez les femmes et chez les hommes aussi. On en parle très très souvent que chez la femme, mais l'homme en a un aussi. Alors il y a des notions anatomiques qui font que on a peut-être un avantage structurel dans la gestion de cette membrane. Mais parle-nous un petit peu des différences hommes-femmes justement, mais pourquoi tout le monde doit prendre conscience de cette zone-là et voilà, savoir comment ça fonctionne et quel impact ça va avoir sur une pratique sportive. La différence homme-femme, donc déjà dans la formation, on présente le périnée féminin puisque c'est celui sur lequel on est spécialisé, mais ça parle pas que du périnée, hein, pour ceux qui peuvent être un petit peu réticents sur ce point-là. En fait, excuse-moi, repose-moi ta question, excuse-moi, je me suis perdue en disant ça. Non, pas de souci. C'était voilà, le rôle de ce périnée dans le corps humain et ensuite l'influence que ça va avoir sur une pratique sportive. Ouais, exactement. En fait, on a voulu parler du périnée. Ah oui, la différence homme-femme, pardon. En fait, pour les femmes, il y a donc la vessie en avant, l'utérus au milieu et le rectum derrière. Ce qui fait qu'il y a plus de zones vides après sur les conduits, puisque l'urètre chez l'homme est à l'extérieur au niveau du pénis, et chez la femme, ça fait, on va dire, un conduit supplémentaire, donc il y a plus de zones de vide, donc plus de risques de fuite ou de problèmes chez la femme. C'est ce qui fait la différence homme-femme. Mais comme tu disais, les hommes ont aussi un périnée. Et du coup, comme disait Laura tout à l'heure, il faut l'équilibre dans ce caisson-là. Donc même si on ne parle pas assez du périnée masculin, il faut aussi que ce soit un ensemble de muscles qui répondent bien à l'harmonie du tronc. Tout à fait. Et si, en fait, souvent les femmes, ça se traduit par c'est vrai, des incontinences urinaires d'effort, des fuites urinaires à l'effort, quand elles ont des problèmes de ce caisson. Mais, chez les hommes, ça peut se répercuter davantage sur le dos. Ils ont beaucoup plus de problématiques au niveau du dos, pas mal de lombalgie et également, ils peuvent avoir des hernies inguinales quand il y a justement la mauvaise gestion de ces pressions. Donc ça a quand même des répercussions qui sont quand même un peu différentes, mais il y en a tout de même, si ça fonctionne pas correctement. Si vous deviez partager les deux plus grands mythes autour de ce périnée que vous retrouvez peut-être au quotidien avec les clientes, les patientes avec qui vous travaillez ou dans simplement les croyances communes qu'on a dans notre monde du sport et de la santé. Moi, je dirais que déjà, il y a beaucoup de femmes qui pensent que, il faut contracter son périnée. Même il y a des hommes qui disent qu'il faut contracter le périnée pendant des activités physiques. Alors, c'est important de le conscientiser. Ça peut être très intéressant pendant des étapes de la vie, entre autres, les femmes en postpartum, pour vraiment réapprendre à qu'il fonctionne correctement. Sauf qu'en fait, c'est un muscle postural et on répétera, ça sans arrêt pour que ça soit bien compris et c'est un muscle qui se contracte de façon involontaire
Et donc, en fait, de trop le conscientiser, il fait plus son job parce que il travaille plus en synergie avec les autres muscles et il le fait plus de façon automatique. Et en fait, ça nuit du coup à son bon fonctionnement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire et on a essayé de le préciser dans la formation. C'est vrai que c'est important de se soucier de ces muscles-là, mais il faut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut vite, en fait, nuire à des réflexes automatiques et donc mettre à mal ce fonctionnement, qui est beau, mais qui est quand même assez fragile. Et le deuxième mythe, ça serait aussi de dire que, on entend souvent quand il y a des problèmes, que ce soit chez les hommes, des pathos que Laura a décrits, ou chez les femmes, des fuites urinaires, que c'est la force du périnée qui est le problème. Mmh. Alors qu'en fait, on peut évaluer un périnée comme fort, chez le gynéco ou le kiné, ce qui peut être assez subjectif aussi avec l'évaluation de l'examinateur. Mais parfois, le périnée étant fort, il y a quand même des déséquilibres. Donc c'est pas que la force qui est en cause, c'est souvent ce qu'on entend, nous, dans les retours, et en fait, c'est plutôt voir l'harmonie du caisson. Ouais, c'est bien que vous mettiez ces choses-là en avant. Est-ce que, parce qu'on en avait parlé un petit peu lors du séminaire qu'on avait fait il y a bientôt une année maintenant avec Training Therapy, est-ce que dans un contexte d'entraînement respiratoire, comme j'en parle dans la formation, est-ce que c'est intéressant lorsqu'on va venir conscientiser l'utilisation du diaphragme et son recrutement? Est-ce que dans ce cas-là, on veut aussi avoir ce réflexe, et si c'est pas quelque chose que l'on fait de manière autonome, de le conscientiser, de contracter également le périnée lorsqu'on va effectuer des manœuvres, on va dire, avec amplitude respiratoire ou amplitude ventilatoire plutôt grande, plutôt large. C'est une super bonne question, puisque comme disait Laura, c'est un muscle qu'on peut conscientiser, enfin un ensemble de muscles qu'on peut conscientiser. Je dirais que quand on est sous des charges lourdes, qui par exemple, on va prendre un squat lourd, Hmm. on a déjà énormément de choses à penser. Donc, si on peut penser au bracing et à l'engagement du transverse, si on part du principe que la contraction automatique de synchro entre le périnée et le transverse, hein, du caisson est bonne, on n'a pas besoin d'aller conscientiser le périnée. Ça nous rajouterait encore une consigne en plus. Et Hmm. quand on est dans des efforts de haute intensité ou en fonction du choix de l'exercice, on n'a pas besoin de rajouter la conscientisation. Après, c'est vrai que chez certaines femmes qu'on a pu accompagner, qui ont quand même un bon niveau des charges qui sont importantes et qui ont par exemple des fuites sur certaines charges, on peut l'ajouter quand c'est dans un travail, quand il y a une faiblesse ou qu'on est vraiment dans des phases de travail. Sinon, on part du principe que le réflexe est bon et on n'a pas besoin de le reconscientiser. Ok, super. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter par rapport au petit échange qu'on a eu aujourd'hui, quelque chose qu'on a oublié, quelque chose d'important que vous vouliez remettre en avant avant qu'on se sépare et que je vous libère? Non, j'allais dire aller faire la formation de chaîne. Ok, bon, bah, c'est super. Merci les filles d'avoir pris quelques minutes pour venir échanger sur ce petit enregistrement. J'espère que les gens y trouveront de la valeur. Encore une fois, hein, le lien vers votre Instagram se retrouve dans la description, le lien vers notre podcast qu'on a fait ensemble est dans la description également. Et pour les élèves de la formation respiratoire, eh ben, vous avez accès à ce petit module d'éducation continue. Merci beaucoup hein, d'avoir contribué à la formation, d'avoir apporté votre expertise là-dedans, et je vous souhaite une belle journée les filles. Merci à Merci toi. encore, Charles. Salut. Voilà, c'est super d'avoir Lise et Laura sur le Upside Strength Live Show. On va continuer nos petites discussions. Il y avait deux sujets que je voulais traiter encore avec toi aujourd'hui. Celui du rôle du diaphragme sur le rameur. Et ensuite, on passera en revue une petite étude récente, pas des moindres d'ailleurs, sur l'entraînement respiratoire et sa place dans la performance sportive. J'en parle également dans une vidéo récente qui fait partie de la formation respiratoire, cette étude. On en parle un petit peu avec mon collègue Cyril Ricky. Donc le rôle du diaphragme sur le rameur indoor, je pense que c'est quelque chose qui est souvent négligé parce qu'on a cette double fonction du diaphragme thoracique sur le rameur qui est de, un, bien entendu, ventiler, donc faire rentrer l'air dans la cavité intrathoracique, dans les poumons pour pouvoir respirer,
Et on a aussi ce rôle de stabilisation de la colonne vertébrale. Et on sait que pour toute activité qui demande une grande stabilité au niveau du tronc pour appliquer une certaine force, que ce soit un squat, que ce soit un deadlift, eh ben, la demande justement sur cette stabilisation au niveau de la colonne va être importante. Et c'est une des difficultés sur le rameur indoor. Je pense que c'est un des aspects qui rend cette discipline peut-être un petit peu difficile au début au niveau technique, surtout quand tu es à haute intensité. Hein, on se rappelle qu'à haute intensité, la demande respiratoire est élevée et donc on va avoir le diaphragme qui va être sollicité de manière beaucoup plus poussée qu'un effort à basse ou à moyenne intensité. Et en plus de ça, encore une fois, tu dois coordonner ta respiration avec le mouvement du rameur pour pouvoir faire, comme disaient les filles juste avant, le bracing, pour pouvoir stabiliser ton tronc et ta colonne au bon moment pour pouvoir appliquer la force et effectuer le mouvement de poussée sur le rameur. Ça, c'est des choses qui sont très, très importantes et difficiles à coordonner en même temps. Donc, si je pouvais te donner un conseil là-dessus, c'est d'essayer d'entraîner ta respiration ou ton rythme ventilatoire avec tes coups sur le rameur. Donc, si tu rames à 25 coups par minute, essaye de respirer à 25 respirations par minute. Et encore une fois, ça va fonctionner jusqu'à un certain stade, jusqu'à une certaine intensité, jusqu'à une certaine fréquence de coups. Mais à un moment donné, c'est possible que la ventilation impose une demande beaucoup plus importante, ce qui est, on le sait, le cas à haute intensité. Et dans ce cas-là, il va falloir faire avec les moyens du bord. Des fois, tu arrives à parfaitement coordonner les choses, mais des fois, ça peut être assez difficile à faire. Et je pense que c'est même une compétence en elle-même, le fait d'arriver à coordonner sa respiration par rapport au mouvement du rameur à différentes intensités, surtout, comme je te l'ai répété plusieurs fois, à haute intensité. Donc, c'est quelque chose qui se pratique tout simplement, mais il faut en être conscient. Il faut en être conscient, mais je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose de plus quand tu es sur le rameur indoor, parce que justement, tu vas pouvoir stabiliser ton tronc au bon moment pour appliquer la force et ensuite respirer de manière optimale pour non seulement alimenter ta performance, mais aussi maintenir la meilleure gestion de l'effort possible. On le sait, si tu restes en contrôle de ta respiration durant un effort physique, tu auras l'impression que l'effort est moins difficile, simplement parce que la fréquence respiratoire est liée à ta perception de l'effort. Ces deux choses fonctionnent de pair. Donc, si tu peux maîtriser ta respiration sur le rameur, tu vas y gagner non seulement en maîtrise globale sur ton mouvement, mais également grappiller un petit peu du côté des performances. Maintenant, je voulais donc te parler un petit peu de cette étude qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, vu que sur le papier, ça date d'avril 2024. On est encore en avril, on est le 30 avril aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran et on va regarder ce papier ensemble. Ce papier, il s'appelle Practical Application of Respiratory Muscle Training in Endurance Sport, donc l'application pratique de l'entraînement des muscles respiratoires en sport d'endurance, qui a été écrit par mon collègue Tomek Kowalski, que j'ai eu la chance de rencontrer l'an dernier lors d'un camp d'entraînement de triathlon avec Sam Laidlaw dans le sud de la France. Et Thomas qui ici a partagé une synthèse extrêmement bien organisée de l'entraînement respiratoire, de ses bénéfices, de ce qu'on peut en retirer selon la discipline sportive, et également avec des points de réflexion sur ce qu'on peut faire en allant de l'avant. Donc, quelles sont les opportunités à explorer? Et on ne va pas passer tout le papier en revue ensemble. Il y a pas mal de matériel. Je te conseille vraiment de prendre le temps d'aller le lire. Je te le mettrai en lien juste en dessous ici dans la description, encore une fois. Mais il y a quelques éléments clés sur lesquels je voulais revenir. Je les ai notés ici en rouge. Le premier, juste à gauche, donc, the respiratory muscles can be categorized into three groups: the diaphragm, the ribcage muscles, and the abdominal muscles. Donc, les muscles respiratoires, ici, ils les catégorisent en trois groupes: le diaphragme thoracique, les muscles de la cage thoracique et les muscles abdominaux. Tous ces muscles respiratoires vont avoir leur propre rôle et encore une fois, comme l'ont dit Lise et Laura, vont fonctionner de manière synergique et avoir un effet global qui est très très important. Ça, c'était le premier point que je voulais retirer. Un autre point que je t'ai déjà mentionné ici, mais qu'on retrouve dans l'étude: during exercise, the elevated requirements for ventilation result in an augmented demand for the respiratory muscles. Donc, durant l'effort physique,
il y a une demande plus élevée de ventilation, ce qui invariablement augmente la demande sur les muscles respiratoires. Comme je te le disais juste avant par rapport aux rameurs, plus l'intensité est haute et plus ta demande ventilatoire va être importante, notamment quand tu dépasses la puissance critique ou le deuxième seuil. On sait que là, la demande ventilatoire va être beaucoup plus importante parce qu'on sait aussi que l'accumulation de fatigue au niveau métabolique va être beaucoup plus rapide à ces intensités-là. Donc, on peut parler de domaine sévère, de haute intensité ou de zone 5 selon le vocabulaire qu'on utilise. On voit ensuite ici sur le prochain petit bout que j'ai surligné en rouge, exercise induced load on respiratory muscles may be greater in athletic population. Donc la charge globale qui est imposée sur les muscles respiratoires est peut-être plus importante chez une population athlétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, souvent, chez les personnes hautement entraînées, elles ont passé beaucoup de temps à s'entraîner, notamment à haute intensité. Et c'est à haute intensité qu'on va développer nos muscles respiratoires le plus, parce que c'est là qu'ils sont véritablement sollicités et qu'ils peuvent même être fatigués. Et il semblerait ensuite que on ait une demande au niveau de la consommation d'oxygène qui soit très très importante sur ces muscles respiratoires, notamment chez les personnes hautement entraînées. D'ailleurs, on sait qu'à haute intensité, le diaphragme et les autres muscles respiratoires qu'on a cités avant peuvent utiliser jusqu'à 15% de ta VO2. Donc, ta VO2 étant ta consommation d'oxygène, 15% de ta consommation d'oxygène est attribuée à tes muscles respiratoires et leur fonctionnement. C'est dire à quel point c'est une part importante de la conversation lorsqu'on est notamment à haute intensité. Ensuite, on a la prochaine citation que je voulais passer en revue avec toi. Typical scenarios that cause performance limiting respiratory muscle fatigue include long duration endurance efforts, exercise with intensity exceeding 85% of VO2 max, or shorter maximum exercise bouts, for example, a 200-meter swim race or a 6-minute time trial in rowers. Donc, les scénarios typiques qui engendrent une limitation de la performance à cause de la fatigue des muscles respiratoires inclut les efforts d'endurance de longue durée. On a aussi les exercices qui excèdent ou les efforts qui excèdent une intensité de 85% de la VO2 max. Là, je pense que ce barème, il est utilisé principalement pour ce qui est donc des efforts de haute intensité en dessus du deuxième seuil. Et il donne comme exemple aussi des exercices courts, mais à intensité maximale. Par exemple, un test de 2000 mètres sur le rameur ou un 6 minutes sur le rameur ou 200 mètres de natation en course. Et tous ces efforts-là vont pouvoir être influencés négativement par la fatigue des muscles respiratoires, d'où l'importance, d'où l'utilité d'entraîner ces muscles respiratoires. Ensuite, on a en conséquence, je vais le lire en anglais d'abord. Consequently, further shortening of respiratory muscles is not possible, and the ability to achieve full volume expansion during inspiration is limited. Donc là, en gros, on revient sur ce dont il parlait ici, parce qu'il parle des différentes méthodes d'entraînement respiratoire, hein, les différents types d'entraînement respiratoire. Et la raison pour laquelle j'ai surligné ça en rouge, c'est pour noter l'importance du volume et de la coordination dans l'entraînement respiratoire. À mon avis, on rate une partie de l'histoire si on ne se concentre que sur le renforcement des muscles respiratoires, parce que comme il le dit ici dans cette petite citation, encore une fois, je t'encourage à lire le papier en entier pour aller un petit peu plus loin dans ces notions. Dans la résistance que tu vas imposer sur les muscles respiratoires lorsque tu utilises un outil qui est basé sur cette fonction-là, donc la résistance et le renforcement des muscles respiratoires, invariablement, à cause de la relation pression-volume entre les poumons et le fait qu'ils soient pleins ou vides, eh ben, tu vas réduire ton amplitude respiratoire. C'est un petit peu comme si tu mettais une barre trop lourde sur le dos d'un débutant, eh ben, il ne pourra pas faire un squat complet, il pourra faire un quart de squat, mais s'il n'est pas entraîné avec cette charge, il ne pourra pas faire un mouvement complet. Mais ce qui est encore un peu différent avec la respiration, c'est que même si tu es entraîné en entraînement respiratoire, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir utiliser ton amplitude complète avec une résistance, étant donné qu'à un moment donné, ta pression inspiratoire maximale n'est plus suffisante pour faire face à la résistance qui est imposée par l'outil que tu utilises.
Et c'est pour ça que je mets toujours en avant cet outil qui s'appelle le Breathe Way Better, ce ballon bleu que tu as certainement vu sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, avec les athlètes avec lesquels je travaille, parce que ça nous permet de maintenir ce volume et maintenir cette coordination optimale dans le mouvement de respiration et l'entraînement des muscles respiratoires. Donc, tu le vois ici, le Breathe Way Better, l'image avec Tomek qui fait une démonstration. Ensuite, quand on parle des protocoles d'entraînement, on revient sur la prochaine citation ici. To apply the progressive overload frequency, intensity or duration must be gradually increased to provide the necessary adaptation stimulus. Donc, pour appliquer une surcharge progressive, la fréquence, l'intensité et la durée des entraînements doivent être augmentées de manière progressive, graduelle, et afin d'imposer d'éliciter les adaptations que l'on recherche. The timing of adaptation development related to RMT is not comprehensively described, but the available literature suggests that the protocols above lead to a plateau in strength and power or endurance improvements between 6 and 9 weeks of training. Donc le timing exact des adaptations qui sont liées à l'entraînement des muscles respiratoires, à l'entraînement de la force des muscles respiratoires, n'est pas encore élucidé complètement dans la recherche, mais d'après la littérature qui est disponible actuellement, les protocoles qui sont cités plus haut, notamment sur la force des muscles respiratoires et l'endurance des muscles respiratoires, semblent montrer un plateau après 6 à 9 semaines d'entraînement, ce qui nous demanderait tout simplement, comme les autres qualités physiques ou physiologiques, de périodiser l'entraînement respiratoire et notre approche à l'entraînement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir émerger prochainement. C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, la mise à jour du programme d'entraînement respiratoire que je propose, pour inclure justement différentes phases d'entraînement, des phases d'endurance avec le Breathe Way Better, des phases de résistance, que ce soit avec le Power Breathe ou l'Aerofit, et des phases peut-être de deload entre deux ou de maintien avec différentes explorations respiratoires que l'on peut faire durant ces phases-là. Je pense qu'on va se diriger vers ça, hein, vers une organisation cohérente des différents moyens, des différentes méthodes, des différents outils d'entraînement respiratoire, et ça, c'est extrêmement intéressant. La prochaine citation sur laquelle je voulais revenir: A significant loss of RMT gains was observed 8 to 12 weeks after the cessation of an RMT training program. Une perte significative des gains observés durant l'entraînement des muscles respiratoires se manifeste après 8 à 12 semaines sans entraînement respiratoire. Donc, on sait que pour maintenir ces qualités, on peut simplement faire une séance par semaine et avoir un bon maintien des qualités respiratoires, mais on peut même se permettre de faire 2 à 4 semaines sans entraînement respiratoire, et on ne devrait pas avoir de perte significative au niveau des gains qu'on a établis. Donc ça, là-dessus, on en revient à la périodisation et la planification intelligente de ces entraînements. Ensuite, on voit que generally, individuals with lower fitness levels tend to derive greater benefits from RMT than well-trained endurance athletes, and the extent of improvement tend to be significantly larger during long exercise durations. Donc, en général, les personnes moins entraînées, avec un niveau moins élevé, tendent à avoir de meilleurs bénéfices de l'entraînement des muscles respiratoires comparé à des athlètes qui sont déjà bien entraînés en endurance. Et en gros, plus les efforts qui vont être effectués seront longs, et plus l'effet de l'entraînement respiratoire va être prononcé sur cette population. Je vais avancer un petit peu pour arriver sur une dernière citation que je voulais mentionner dans cette petite revue d'études. C'est sur une condition d'hypoxie. D'accord. Il s'avère que des entraînements des muscles respiratoires entre 4 et 8 semaines ont montré des bénéfices par rapport au fait de s'entraîner ou de devoir performer dans des conditions hypoxiques. Donc, si tu as une course de haute montagne, si tu as des sommets que tu vas aller gravir ou que tu dois performer dans un environnement en hypoxie, il semblerait que l'entraînement respiratoire puisse être une modalité intéressante. Ici, on voit que the results showed that RMT decreased respiratory muscle fatigue, improved tolerance and clearance of anaerobic metabolites, delayed respiratory muscle metaboreflex activation, and improved maintenance of oxygen saturation and blood flow to locomotor muscles. Donc, les résultats montrent que l'entraînement des muscles respiratoires fait baisser les niveaux de fatigue des muscles respiratoires,
augmente la tolérance et la vitesse de recyclage des métabolites dits anaérobies. Ça va aussi retarder l'activation du réflexe métabolique respiratoire. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est quand le diaphragme et les muscles respiratoires fatiguent. Et à ce moment-là, il y a donc ce réflexe métabolique respiratoire qui se met en place et le cerveau qui va rediriger une partie du flux sanguin qui devait normalement alimenter, par exemple, tes jambes en course à pied ou en vélo et va ensuite va être dévié et va être utilisé pour faire face à cette fatigue au niveau du diaphragme. Et donc, ça améliore également le maintien de la saturation en oxygène dans le sang et le flux sanguin vers les muscles moteurs. Donc voilà pour cette petite revue d'études. Encore une fois, il y a plein de choses très très intéressantes là-dedans. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses aller la lire toi-même. On arrive gentiment à la fin de ce troisième épisode. Désolé de ne pas avoir pu le faire en live et de répondre directement à tes questions. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est de me poser tes questions sous cette vidéo, dans les commentaires, et je les utiliserai pour le prochain live show. Et je te partagerai mes réponses à ce moment-là. Encore une fois, je vais te donner plus d'informations à ce sujet sur mes différents canaux de communication entre aujourd'hui et demain, mais tu peux réserver dimanche à 19h pour une conférence exclusive avec Vincent Foulonneau sur la performance au rameur indoor et les conseils qui vont t'aider à passer au-delà des plateaux et à booster tes performances. On va notamment parler de la technique au rameur et comment tu peux l'optimiser dans tes propres entraînements avec, encore une fois, un cadeau pour les personnes qui prendront le temps de venir participer à la conférence, cadeau qui ne sera disponible nulle part ailleurs. Merci à toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain